Salut les sportifs, c'est Hermano, j'espère que tout va bien pour vous et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. Alors évidemment, un podcast de Nakan ne serait pas un podcast de Nakan sans Greg. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Il fait très beau ces jours-ci, en tout cas chez nous à Luxembourg. Je reviens d'un swimrun avec Bertrand Soulier dans les gorges de la Loire où il a fait un temps magnifique. Donc là, pour moi, aujourd'hui, tout va bien. Greg, je crois que tu n'es pas tout seul et de l'autre côté du micro, enfin en tout cas de l'autre côté de mon écran, je vois une autre personne qui tient un micro. Salut à toi, Tony. Salut. Tony, est-ce que tout va bien pour toi ? Tout va bien, il fait beau. Il fait des températures estivales, donc c'est parfait pour aller courir et puis aller rouler. Ouais, c'est un petit peu l'été indien. Alors c'est vrai que pour placer le cadre pour nos auditrices et nos auditeurs, eh bien moi je suis dans mon petit bureau, derrière mon écran, et vous êtes derrière un iPad au bord du stade dans les gradins du stade de Lausanne, en train de répondre à nos questions. Donc voilà, j'espère que nos auditeurs passent un aussi bon moment en extérieur. En tout cas, on va essayer de leur faire profiter de ces instants-là. Peut-être que vous entendrez un petit peu les oiseaux, peut-être que vous entendrez un petit peu le coach au bord de la piste qui motive ses athlètes. En tout cas, c'est un cadre assez sympa pour enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça. En fait, on est amené un peu à l'extérieur par les conditions sanitaires qui nous empêchent de nous retrouver un petit peu librement en intérieur comme on voudrait pour enregistrer nos podcasts quand on le fait pendant la pause de midi. C'est pas la première fois qu'on enregistre en extérieur. Donc, on essaye de trouver des conditions sympas et puis un peu calmes aussi, parce que avec trop de bruit alentour, c'est pas cool non plus. Mais là, je crois que on a trouvé un chouette spot. On voit des gens qui courent très très vite, là en l'occurrence sur la piste du stade de Coubertin. Tony me disait... il y en a qui font des séries. Voilà, juste avant de commencer à enregistrer ce podcast, me disait il faut vraiment être motivé pour venir ici pendant sa pause de midi et faire des séries. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Bon, je l'ai eu fait. Surtout avec la température à laquelle vous avez le droit là. Oui, non mais là c'est idéal pour un entraînement fractionné sur piste aujourd'hui. Il y a du soleil mais il ne fait pas trop chaud. Il y a juste un petit air qui fait que c'est juste bien agréable. Ah, vous avez du bol, parce qu'à Luxembourg, là, on frôle les 35 degrés, donc pour aller faire une séance sur piste, c'est pas le meilleur moment. Okay. Nous, il fait pas si chaud que ça. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à notre invité, déjà pour qu'il se présente, qu'il nous dise qui il est. Alors, en dehors de ton prénom, je vais te laisser dévoiler aussi ton nom, et puis un petit peu ton parcours sportif. Et la grande question, est-ce qu'à ton avis, tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a invité ? Oui, bien sûr, je sais très bien pourquoi vous m'avez invité. Alors, je me présente, je m'appelle Tony Poulia, j'ai 38 ans et pour faire bref, j'ai commencé le triathlon, j'avais 23 ans, j'en ai fait pendant un certain temps jusqu'à ce que les résultats en tant qu'amateur étaient intéressants pour que je puisse prétendre ou du moins rêver à une licence professionnelle et puis m'aventurer dans cette direction-là. Ouais, donc super intéressant. Je pense qu'on va pouvoir lever pas mal de mythes que nos auditrices et nos auditeurs pourraient avoir, notamment sur le statut d'athlète professionnel. Alors, tu nous as dit que tu as fait du sport t'as pratiqué du triathlon pendant quelques temps, mais avant, tu nous as dit que tu avais commencé ça à 23 ans. Est-ce que tu étais sportif avant ou est-ce que du jour au lendemain, tu as découvert le triathlon, tu en es tombé amoureux et puis ton objectif a été de devenir le meilleur ? Alors non, j'ai toujours fait du sport. À la base, je faisais du foot, un peu comme tout un chacun. Et puis après, j'ai découvert le fitness, où j'aimais me dépenser. Et puis, c'était une activité que je trouvais vraiment intéressante. Et après coup, j'ai continué le foot et le fitness en parallèle. Et une fois, je suis arrivé dans un bureau avec Blanc où je voyais un mec qui allait tout le temps courir à midi, qui allait rouler. Puis je lui demandais, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais à toujours aller courir, aller rouler ? Et moi, ça me paraissait. Puis il me disait, ouais, moi, je fais des Ironman, il me disait. Et puis là, j'étais ok, c'est quoi ? Et puis il a commencé à m'expliquer les distances, les trucs. Puis un peu comme tout le monde. Au début, t'es là, mais c'est quoi ? C'est fou qu'ils font ces distances. Et puis je me disais, tu sais quoi, je vais aller courir une fois avec toi. Et puis je suis allé courir, je me suis acheté un vélo et j'ai fait mon premier triathlon à Prévrange où je savais à peine nager.
C'était un super sprint. Et puis, moi, j'étais sorti loin derrière de l'eau. Puis, j'avais réussi à remonter tout le monde. Et j'avais fini, je crois, 6e ou un truc du genre. Ah ouais, donc peut-être pas bon nageur, mais bon par ailleurs. Ouais, j'avais des capacités dans le vélo. Et puis, à pied, ça allait pas trop mal encore. Et puis après je me suis dit ouais mais il faut que je me lance là-dedans. Puis j'ai arrêté le foot et puis je me suis lancé à fond dans le triathlon. Alors quand il dit pas trop mal en course à pied, Hermano, pour avoir évolué sur des triathlons avec Tony en tant que concurrent sur la même ligne de départ, je peux te garantir que ça déménageait à pied. Hein. Ouais, alors déménager... C'était quoi, c'était 32 sur 10 Non, je crois que mon meilleur temps c'était 33 et des poussières. Mais bon, c'était loin derrière l'élite, hein, parce que 33 minutes, c'est pas rapide. Hein, quand tu prends... C'est sûr que pour un Javier Gomez, c'est pas rapide. Il est en 33 en 10, il est presque en récup. Mais bon, pour le commun des mortels, c'est quand même très très rapide. Je pense que par respect pour Hermano et moi, on va pas donner nos références sur 10 km à ce moment-là du podcast. Moi, je veux bien les balancer. Je m'en cache pas. Il y a très très longtemps, donc il y a 10 ans, j'avais un meilleur temps sur 10 à 38-30. Donc on en est déjà loin. Et pourtant, déjà, je m'entraînais pas 40, mal. C'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, malheureusement, je peux pas annoncer de temps en dessous de 40, personnellement. Okay. Je crois que je suis juste en dessus des 40, mais j'ai jamais réussi à passer dessous. Ouais, mais toi, tu es un athlète d'endurance, Greg. Toi, ce qu'il faudra regarder, c'est ton temps au marathon. Voilà, exactement. S'il a lieu, hein, ce marathon. Ouais, effectivement, avec les conditions, ils sont en train d'un peu de serrer la vis en Suisse, espérons que ce marathon aura lieu. Revenons à toi un petit peu, Tony. Moi, j'ai plein de questions sur... déjà, tu nous as dit que tu t'es trouvé pas trop mal en vélo et en course à pied, donc tu t'es testé sur un super sprint. Ok, mais c'est pas ça qui a fait de toi un grand athlète amateur et qui t'a fait te poser la question de prendre une licence pro. La transition s'est faite sur combien de temps? Et puis surtout, comment est-ce que tu es passé d'un gars qui finit 6e à un super sprint en sortant, allez, on va le dire peut-être dans les derniers dans l'eau, à un mec qui va surperformer, en tout cas au niveau amateur? C'est surtout la persévérance, si j'ai envie de dire. c'est ça qui a fait que j'ai continué. Et puis l'amour du sport et la passion du triathlon. J'étais un vrai passionné. Je dormais triathlon, je mangeais triathlon. C'était une identité. Avant même d'être artiste ou n'importe quelle personne, j'étais un triathlète. J'étais passionné. Ça me fait penser à quelqu'un qui est à ta droite d'ailleurs, mais... Ok. Et puis, ça m'a amené à, étant donné que je suis comme quelqu'un qui est assez perfectionniste, je me suis entraîné quotidiennement, même bi-quotidiennement. Hein, comme vous savez, un triathlète, quand il commence, il a tendance après à en rajouter. Et puis petit à petit, j'ai eu des petits résultats en tant qu'amateur, j'ai fait des podiums à gauche à droite, je voyais que les résultats étaient intéressants. Et puis ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'était un super sprint en équipe à Lausanne. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une Coupe du Monde où... Il y avait effectivement les championnats du monde qui étaient organisés à Lausanne. C'est probablement l'année où moi avec l'équipe du Tri-Team Lutry, donc le club dans lequel je fais du triathlon, on avait participé en équipe au team sprint au niveau suisse. Et alors j'ai le souvenir, je sais plus exactement quelle année c'était. Je crois que c'est 2012 ou 2011 ou 2010, enfin je me souviens plus trop. Et puis quand on avait fait ça, moi j'avais participé, j'étais dans l'équipe du Tri-Team Puy. Et puis là, pas en natation, mais en vélo en course à pied, j'avais des meilleurs temps que les pros italiens. Donc, je crois que j'avais couru la partie à pied, je sais plus, j'étais en dessous de 3 minutes au kill. Bon, c'était un super sprint, c'était 1,5 km, je crois, mais j'étais allé super vite. Et puis j'avais de là contacté la fédération italienne, puis je m'étais renseigné pour prendre une licence pro. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dit, écoute, essaye, de toute façon... c'est un rêve, t'as envie de le faire, fais-le, et puis advienne qui pourra. Parce que techniquement, pour acquérir la licence pro, tu dois prouver des résultats. Tu dois prouver des résultats, ouais. Rapport à un professionnel qui est aligné sur la course, puis avoir tant de pourcentage de temps, c'est ça? Je crois que si tu prends le meilleur temps aux distances olympiques sur une course d'un pro qui, je sais pas, on va dire 2 heures, il faut que tu sois dans les 10%.
de manière régulière sur toute la saison pour pouvoir prétendre à une licence professionnelle. Donc sur une course de 2 heures, donc de 120 minutes, ça fait 12 minutes de marge. C'est pas énorme pour... Ça va vite chez les professionnels. Ouais, 2-12, c'est clair, en natation, si tu as déjà 2-3 minutes en retard, ça va vite. Heureusement, à vélo, c'est vrai que j'étais bon naturellement, je sais pas, j'avais un espèce de talent, j'étais fort, j'avais pas besoin de beaucoup m'entraîner, mais c'est vrai que j'avais un bon niveau. Et puis à pied, après j'avais quand même une certaine masse musculaire. C'est un peu ça qui faisait que je pense que je pourrais pas aller encore plus vite. Il fallait que je perde, je pense, encore 5-10 kilos, que je sois un peu rachitique. Et peut-être perdre de la performance à vélo. Tu perds un peu de puissance à vélo. Donc, c'est un juste équilibre à trouver. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant en triathlon. Trouver le bon équilibre. Puis après, ça dépend sur la distance sur laquelle tu te lances. Parce que si tu préfères te lancer sur des distances de type Ironman, là, du coup, la natation, elle est moins importante, même si, on va pas se cacher, si dans les pros, ils sortent en dessous de 50. Faut savoir nager quand même. Il faut savoir nager, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et puis là, je pense que le poids, il est quand même moindre que sur le distance olympique, où ils sont quand même assez fins, très fins. Sec. Sur l'Ironman, il faut clairement avoir la faculté de faire un bon vélo et puis être le moins fatigué possible en posant le vélo et puis de courir. Frais, c'est ça. Mais plus sur l'endurance que vraiment courir super vite. Parce que quand on voit sur les DO, notamment les courses des Jeux Olympiques, quand il y a vraiment le panel complet d'élite qui est là, la course à pied de 10 km, elle se court à des allures phénoménales. C'est du 28, du 29. Et puis c'est pas juste les 3 premiers. Je pense les 20 premiers, ils courent une vitesse, c'est hallucinant. Tu les vois, tu dis mais ils prennent quoi La recherche de l'explosivité, plus les distances vont être courtes et plus on va devoir être explosif. Donc si ça se jouait sur des distances sprint, athlétisme, c'est-à-dire sur du 100 mètres, on aurait peut-être des mecs bien baraques à la Usain Bolt et très gonflettes entre guillemets, mais quand ça se joue sur du 5, du 10 km, effectivement, on va chercher l'efficacité au maximum et donc le plus léger possible. Du coup, si tu arrives à suivre, puis que t'es pas au top au niveau vélo, tu peux rester dans les roues et espérer tu peux tirer ton épingle du jeu sur la course à pied. Par contre, il faut bien sortir de l'eau alors du coup. Il faut être un très bon nageur et puis je pense un rouleur pas moyen, mais pas forcément très bon et puis un excellent coureur. Voilà. C'est une stratégie quand même cette course. Donc toi tu disais que à ce moment-là tu obtenais des bons résultats et puis que tu avais commencé à te renseigner pour la licence pro. Est-ce qu'à ce moment-là tu avais un entraîneur qui te coachait pour ton entraînement ou tu faisais tout seul? Donc j'ai essayé mais c'est pas pour moi la rigidité de devoir enchaîner les entraînements comme ça. Alors, moi, ce que j'aimais dans ce sport, enfin ce que j'aime toujours, même si je le pratique plus comme avant, c'est la liberté de pouvoir t'entraîner sur le sport que tu préfères. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller nager ou d'aller rouler, c'est pour ça qu'avoir un entraîneur, c'était pas pour moi. Je préférais gérer mes entraînements tout seul en fait. Ça fixait un cadre trop contraignant pour ta vision de l'entraînement. J'aime bien être libre dans ce que je fais. Ok. Alors justement d'ailleurs en parlant de cadre, à cette époque-là, quand tu commences à performer un peu en tant qu'amateur, puis à surperformer, puis à faire des résultats et des podiums, est-ce que tu étais salarié ou est-ce que tu avais monté ta boîte ? Enfin, quelles étaient tes sources de revenus qui t'ont permis d'ajuster ton entraînement comme bon te semblait, peut-être le matin, peut-être l'après-midi, peut-être le soir, peut-être au réveil tôt le matin, où tu nous as dit parfois tu faisais du bi-quotidien. Donc comment est-ce qu'on... du tri quotidien. Ou même du tri quotidien. Donc comment est-ce qu'on arrive à jongler entre boulot, peut-être famille et sport à ce moment-là ? Avant même d'être pro. Alors moi, en 2010, je me suis mis à mon compte pour avoir plus de temps pour pouvoir m'entraîner en fait. C'est là que quand je te disais donc, dans l'introduction que je me définissais comme mon identité, j'étais un triathlète. Donc tout devait, ma vie, et elle tournait autour de ça. C'était vraiment c'était obsessionnel. Mais du coup, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, j'aurai plus de temps. Bon, la chose que j'avais pas réfléchi, c'est que j'allais avoir moins d'argent. C'était j'avais plus de temps, mais par contre c'était un peu plus compliqué les fins de mois. Du coup je m'étais mis à mon compte. Moi je suis à mon compte depuis 2010 et puis j'ai pris une licence pro en 2013.
2013. Donc je gérais mon temps comme je le voulais. Donc tu nous disais que tu avais effectivement plus de temps, mais tu n'avais pas pensé que ça impliquerait aussi moins de revenus. Donc comment est-ce que tu as fait un petit peu pour gérer cette phase-là ? J'ai géré un peu comme je pouvais, en démarchant à gauche à droite. Donc j'avais lancé ma première société, c'était une société de photographie. Je ne sais pas si tu avais connu. Oui, bien sûr. Ouais, j'avais lancé une société de photos où on allait prendre des photos des athlètes pendant les manifestations sportives. Et puis de là, je publiais après les photos sur le site, puis les gens pouvaient les acheter. Ah, cool. C'était le business model. C'était ma première boîte que j'avais lancée. Je trouvais qu'en fait, il n'y avait pas les sociétés qui nous prenaient en photo en tant que sportifs. On n'avait pas des photos de qualité, je trouvais. En Suisse en tout cas. Et puis c'était l'idée que j'avais. Après, c'était très contraignant. C'était beaucoup d'heures de taf pour pas forcément un revenu qui était très intéressant. Puis en parallèle, j'ai lancé mon agence de com où j'ai trouvé des partenaires pour démarcher et puis je rentrais pas mal de clients. Donc dans cette direction-là, ça allait assez bien. Par contre, quand j'ai décidé que j'allais prendre ma licence pro, j'ai mis en stand-by toutes mes activités professionnelles. Puis je me suis investi à 100% en vivant sur mes économies. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an, et puis après j'ai un peu tiré la langue. Donc là, on est vraiment passé de ce moment où tu es passé du monde amateur au monde professionnel. Ça veut dire que tu avais une licence professionnelle de triathlon. Ouais. Donc tu pouvais t'aligner sur des courses avec les élites au niveau national ou international. Toi, tu avais la particularité, tu m'expliquais ça, d'être un Italien en Suisse. Ouais. Et puis d'avoir une licence professionnelle suisse. Ouais, alors... Et donc, du coup, ce qu'il faut aussi bien comprendre dans ta situation, c'est que tu ne pouvais pas bénéficier forcément de toutes les prestations de Swiss Triathlon parce que tu avais la nationalité italienne, mais pour autant, tu avais une licence de chez eux. Donc, c'est un peu particulier, ça. Alors, quand on entend sportif professionnel, en règle générale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es salarié en tant qu'athlète pro. Tu as un salaire X, Y ou Z d'une fédération ou autre. Moi, j'avais un statut. J'étais pro, mais je n'étais pas considéré en tant que tel, vu que vu ma nationalité, j'avais fait les demandes, la démarche auprès de la fédération italienne, mais il fallait donc que j'aille m'entraîner en Italie et que je fasse partie en fait du pôle là-bas. Et c'était un peu compliqué pour moi de laisser tout tomber en Suisse, ma famille et tout le reste. Donc j'étais un petit peu, le cul entre deux chaises. Et puis aussi, je pouvais bénéficier de rien, étant donné que j'étais pas suisse finalement. Et puis pour pouvoir, je pense, bénéficier d'un salariat, il faut, je pense, commencer quand on est junior et puis avoir un certain suivi. Intégrer le cadre national et puis voilà. Exactement. Puis, moi, c'était plus un rêve qu'un objectif en soi. Je me suis dit, un jour, j'aimerais être pro, voir ce que ça fait, être athlète professionnel. Et puis, j'ai vécu ça à 100%. J'ai aucun regret parce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Plus que vraiment une carrière professionnelle dans le sport, toi tu voulais toucher ça un petit moment dans ta vie et puis goûter à cette... Voilà, je me disais, j'ai cette élite, quoi. Un niveau qui est intéressant. Je sais que je ne peux pas aller titiller les meilleurs, mais j'ai envie de vivre ça. Mm-hmm. Un peu comme quelqu'un se dit, j'ai un jour dans ma vie envie de faire Hawaï, par exemple sur un Ironman. Toi tu voulais... goûter la course élite avec des noms à côté de toi sur la ligne de départ. De me dire, moi je suis capable de faire ça alors que je ne savais pas nager. Et puis que je me suis entraîné et puis que quand on veut, on peut finalement. Quand on arrive la première fois sur la ligne de départ d'un triathlon et puis qu'à côté de soi, on a des noms qu'on lit dans les magazines de tri ou qu'on voit dans le journal du sport à la TV, qu'est-ce que ça fait ? La toute première fois que tu t'alignes, que tu es en train de mettre tes lunettes juste avant de plonger dans l'eau, puis qu'il y a des Javier Gomez à côté de toi. Et puis tu entends le speaker qui dit ton nom, qui t'appelle en chambre d'appel et qui t'invite à aller sur le ponton. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Alors moi, ma première course pro, c'était à Wallisellen. Et puis là, il y avait Riederer.
Sven Riederer, donc un triathlète. Je crois qu'il fait maintenant de l'Ironman ou du semi-Ironman. Oui, alors comme beaucoup, il courait à l'époque sur des distances classiques, donc olympiques. Il a participé aux JO, il a obtenu des résultats corrects aux Jeux Olympiques. Troisième à Athènes. Il me semble qu'il a une médaille de bronze. Donc voilà, tu étais à côté de lui. En tout cas, il y avait lui, il y avait plein de stars. Et puis, de stars. La problématique avec le triathlon, c'est que si je prends d'autres sports comme le foot, il n'y a pas de ligue. Et puis, donc on se lance du niveau amateur directement au poids lourd. Et c'est compliqué d'être compétitif à ce niveau-là. Mais c'était bon, j'avais un trac de malade. Mais sinon, c'était génial de voir, d'être là et puis de se dire, finalement, quand on veut, on peut. Et puis que si on se donne les moyens, on peut arriver à ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ouais. Bon, en même temps, il me semble qu'en Suisse, vous avez quand même de belles pointures. Donc, si tu avais une licence pro et que tu courais pour la Suisse, même si tu n'étais pas salarié par la Suisse, tu as quand même déjà dû faire quelques stages d'entraînement ou côtoyer certains de tes pairs suisses professionnels qui étaient déjà dans le top mondial, avant même de t'aligner sur ta première course. Non, moi, j'avais pas fait ça. En Suisse, ça se passe pas trop comme ça. Pour pouvoir faire des stages avec... il faut faire partie de la fédération, en fait. Donc toi, tu avais une licence pro au nom de la Suisse, tu courais pour la Suisse avec la trifonction suisse, les couleurs de la Suisse. Non, moi, je courais pas pour la Suisse, moi. Moi, je courais pour l'Italie. Ah, tu courais pour l'Italie. C'est compliqué tout ça. C'était très compliqué. Le jeu des fédérations, comme quand Jan Ullrich, allemand, courait dans des équipes allemandes sur le Tour de France, mais avec une licence suisse et tu sais pas d'où il la sort. C'est des fois un petit peu particulier. Tu représentes un pays, mais tu cours sous une licence d'un autre pays. La licence, l'Italie. En fait, la licence, elle te permet de participer à des compétitions professionnel. Ok. C'est ça, si tu veux. Et puis pour pouvoir l'avoir, il faut faire des niveaux, des temps intéressants en tant qu'amateur. Ok. Moi, j'avais une question parce qu'on est passé un peu vite là-dessus. Justement, oui. C'est sur cet accès au statut d'athlète professionnel. Bon, vous avez parlé du salariat éventuellement pour les athlètes suisses qui sont intégrés dans le cadre ou dans la fédération très jeunes. Pour avoir interviewé quelques sportifs français et notamment quelques pointures aussi, si je te donne les noms, ça va certainement te parler, Cédric Fleurton, Frédéric Bellobre et autres. Tout le monde n'accède pas au salariat non plus en France. C'est pas parce que tu cours pour la France, même depuis ton plus jeune âge, que tu es salarié. En général, c'est une aide qu'on peut t'apporter quand tu fais vraiment partie des top meilleurs et encore. Et puis, quel est le salaire Et puis quel est le salaire Je me souviens que Cédric Fleurton me disait que quand il a commencé dans le triathlon, il touchait 600 € par mois. Alors 600 € par mois, tu payes même pas un vélo en un an. Donc voilà. Malgré tout, donc tu faisais des très bons résultats en tant qu'amateur. Tu nous as dit au début du podcast que tu avais commencé à contacter la fédération italienne de triathlon pour savoir dans quelle mesure tu pouvais prendre une licence pro. Donc tu nous as parlé de ces entre guillemets minima. Il faut être dans une fourchette de temps tout au long d'une saison pour pouvoir justifier de cette licence pro. Bon, une fois que tu fais tes temps, tu performes, tu fais éventuellement des podiums. Comment ça se passe ? Tu contactes la Fédé et puis tu dis bon les gars, allez hop, c'est parti, moi je veux une licence pro, combien ça coûte, qui me la délivre, comment ça se passe, etc. Ou il y a tout un protocole vraiment spécifique à respecter, je sais pas, non, ça c'est simple. Faut montrer patte blanche devant le ministre des Sports. Comment ça se passe ? Alors pour la Fédération Suisse, c'est assez simple. Tu vas sur le site Suisse Triathlon et puis là, je sais pas si c'est comme ça encore actuellement, mais quand moi je l'avais fait, t'envoies un mail en demandant ta licence et puis de toute façon eux ils ont accès à tes résultats puis ils voient tes résultats puis ils te disent oui c'est bon ou non c'est pas bon. D'ailleurs la personne qui m'avait répondu c'était le mari de Reto Hugues, voilà, qui est qui bosse, je crois qu'il bosse chez Suisse Triathlon, effectivement, il est le mari de Nicolas Spirig. Exact. Ancienne pointure aussi de la distance. Alors Reto Hugues est une ancienne pointure, Nicolas Spirig est une ancienne pointure, mais encore active. C'est ça. Donc t'envoies un mail. À peine, c'est des noms qu'on connaît plus, tout ça. C'est des noms de notre génération finalement. C'est ça, bien sûr. Donc voilà, t'envoies un mail et puis tu peux faire partie
ces cadres, avoir une licence ou pas. Et puis une fois que tu as ta licence pro, est-ce que tu apparais dans un registre et tu es invité par des courses ou alors c'est toi qui décides les courses que tu veux Tu peux choisir, mais à Val Island, j'avais été invité. Je me souviens, je me sentais pas prêt physiquement, puis il m'avait envoyé un mail, puis je dis vas-y, on y va. Voilà. De toute façon, faut bien commencer une fois, quoi. Du coup, cette licence pro, tu la payes comme n'importe quelle licence que tu vas prendre ou au regard de tes résultats, on te l'offre? Je crois pas je me souviens pas, je crois pas qu'elle est payante, cette licence. Il y a la licence professionnelle Ironman qui est payante. Celle-ci, je l'avais, où tu payes, je crois. Normal, Ironman, quoi. Ouais, mais par contre, tu payes une licence, je crois que c'est 400, je sais plus, 400 ou 500 francs ou euros. Mais après, tu peux participer à toutes les compètes que tu veux dans le monde entier. Quand tu sais le prix d'inscription sur un seul event Ironman ou Half, tu te dis que là, du coup... Ouais. Alors ça, c'était comme ça quand moi j'avais fait, quand je l'avais eu aussi, la licence pro Ironman. Mais je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Ok, donc licence pro, donc toi tu as fait une demande auprès de Swiss Triathlon, ils t'ont accordé le droit d'avoir cette licence pro. Ouais. Donc tu nous disais que d'un autre côté, comme tu es de nationalité italienne, tu courais pour l'Italie. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Tu contactes la fédération italienne de triathlon et tu leur dis les mecs, j'ai une licence pro, je voudrais représenter le pays. Est-ce que de la même manière c'est eux qui t'appellent, qui t'invitent et puis qui te demandent de représenter les couleurs du pays? Comment ça se passe? En fait, c'est automatique, j'imagine, non? T'es de nationalité italienne, donc du coup... c'est un peu toi, c'est à toi de faire les démarches. D'accord. C'est à toi d'aller à gauche, à droite. C'est pas eux qui viennent vers toi. À moins que t'aies un super crack et puis tu défonces tout le monde, mais c'était pas mon cas. Parce qu'après, tu aurais pu participer à des sélections internes en Italie pour représenter l'Italie aux Jeux Olympiques. Alors honnêtement, je me suis pas plus renseigné de ça parce que je me suis arrêté au stade où il faut venir en Italie, faire un stage avec une équipe de triathlon du Nord. Ça, j'ai dit non, laisse tomber, j'ai pas envie d'aller. Mais j'imagine qu'après, il y aura tu fais des tests, puis selon tes résultats, tu peux être amené à participer à des... Mais de toute façon, après, ça c'est de la spéculation, j'en ai aucune idée. Ouais. Et puis quand tu es arrivé au départ de ton triathlon avec ces fameux élites, ces fameux élites internationaux sur le départ, comment est-ce que tu es entre guillemets accueilli? Est-ce que les gens ils te regardent, enfin ces athlètes te regardent avec indifférence et peut-être même avec un air de supériorité, ou alors c'est vraiment bienvenue dans la bande, ou comment c'est le monde professionnel du triathlon, en tout cas au moment où toi tu étais dans ce monde-là? Moi je trouve que le niveau élite, il représente en fait le niveau élite quand tu arrives dans une course, en tout cas en Suisse, c'est comme ça. J'ai jamais trouvé que c'était très accueillant. Ou si tu prends un triathlon comme celui de Aubin, par exemple, qui est très convivial, cette ambiance-là, tu la retrouves pas dans le niveau élite. C'est un peu chacun est dans son coin, focus, et puis voilà en fait. Donc y a chose que tu n'as pas dans l'Ironman. L'Ironman, c'est quand même un peu plus convivial parce que tu participes à un événement. Tu as participé en tant que pro à des courses Ironman. Ouais. Et là, l'environnement était un peu plus détendu, un peu moins solennel. Je trouvais que c'était plus sympa. Ça, c'est mon expérience après. D'accord. Et puis on parle de ça il y a 7 ans en arrière. Peut-être que maintenant, c'est devenu tout aussi hautain et méprisant. Voilà, ouais. En tout cas, moi, je trouvais que ça reflétait un peu le niveau élite dans l'amateurisme. Et puis, donc durant cette année, en gros, c'était une saison que tu as couru en tant que professionnel? Une saison et demie. D'accord. Et puis pendant cette période-là, est-ce que tu as obtenu des résultats Non, j'étais dans le deuxième tiers, voire le troisième tiers des participants. J'étais jamais... Alors le perfectionniste que tu es voit peut-être ça comme des résultats qui sont pas forcément extraordinaires, mais être dans le deuxième tiers de... non, c'était pas top. C'est difficile quand même. Il y a une énorme différence de niveau entre les amateurs qui vont vite et les professionnels. Tu te rends même pas compte. C'est un délire. À la vitesse, j'avais participé au DO à Zurich. Puis là, il y avait Gomez. Mais une vitesse, mon gars. Un truc, mais...
Moi, j'allais pas T'entames trop ton mal. premier tour de course à pied, le mec il a déjà fini. Ah non, mais c'était un délire, je te jure. Une vitesse, mais... Et puis, j'avais fait aussi un semi-Ironman, je me souviens plus trop où. Moi, j'étais sorti en hâte en 27 et quelques, mais j'étais tout derrière. Hein. J'étais tout derrière, mais ils allaient une vitesse. Et pourtant, j'appuyais, hein, je m'entraînais vraiment quand même mal. Non, mais ça va. C'est une autre planète, hein, les gars. Ah ouais, c'était... Alors du coup, psychologiquement, qu'est-ce que ça fait quand tu passes de amateur à pro, que disons en amateur, allez, on va planter le décor, j'imagine, le dimanche tu fais une compétition amateur, tu montes sur le podium, tu fais 1 ou 2, voire même 3, mais tu fais un podium, et puis le mardi d'après, tu t'alignes sur ta première course pro, et là, tu descends même pas en queue de peloton, dans le 3e terre. Qu'est-ce que ça fait psychologiquement ? Tu te dis, est-ce que tu te dis peut-être, merde, j'ai peut-être pas fait le bon choix, ou si, la preuve c'est qu'en persévérant on y arrive, donc je vais remettre les bouchées doubles et je vais y aller pour la prochaine. Non, parce que moi, j'avais pas d'objectif performance en tant que pro. C'était vraiment toucher du bout des doigts ce rêve. Ok. J'avais pas de pression, me dire il faut absolument que je m'entraîne encore 10 000 fois plus. Enfin, je le prenais pas mal. Hein. J'étais là, ok, je sais le niveau que j'ai. C'est des machines, je veux pas. Voilà, c'est cool de faire ça. Puis point en fait. Et alors du coup, tu nous as dit que ça avait duré 1 an et demi, enfin une saison et demie. Ouais. Ce qui t'a fait arrêter, c'est vraiment, enfin ce qui t'a fait sortir de ce cadre d'athlète professionnel, c'est vraiment l'absence de revenus, ou c'est effectivement, comme tu le dis. Non, c'est surtout l'aspect financier. C'était plus, je pouvais plus vivre. Il fallait que il fallait de l'argent. C'était plus possible. Okay. Et du coup, comme tu n'étais pas dans le premier tiers, difficile de trouver des sponsors qui t'accompagnent, ou du moins suffisamment de sponsors qui t'accompagnent pour en vivre. Même dans le premier tiers, hein, je pense que c'est compliqué. Hein. Moi, j'avais trouvé des sponsors ici et là, mais de par mon activité d'indépendant, c'était mes clients qui me sponsorisaient, qui me disaient voilà, là on te donne 1000 francs pour une année, tu nous mets le logo, notre logo sur tes tenues, et puis, mais ouais, j'avais touché quoi, 5000 francs peut-être. Voilà, Ouais, sur une année. Quand on connaît le niveau de vie en Suisse, 5000 francs, c'est un mois, quoi. En gros, si tu te serres la ceinture, tu peux vivre 2 mois. Ouais. Moi, je vis super simplement. Hein. J'ai pas trop de charges, donc. Donc voilà, tu as touché ton rêve, tu es arrivé à participer à des courses professionnelles, et puis comme tu le dis, ensuite tu es revenu à un monde professionnel qui te permettait d'avoir un revenu j'ai repris, vivre. Donc, j'ai repris mon activité un peu plus au sérieux, et puis j'ai mis de côté le triathlon là, j'ai recommencé à m'entraîner gentiment. D'accord. Donc une fois que tu as terminé ta carrière entre guillemets de sportif professionnel, le triathlon t'a vraiment mis entre parenthèses. Moi j'ai tout bouclé, ouais. Je suis un peu... tout ou rien, quoi. Je suis un peu manichéen pour ce genre de choses. C'est soit noir, soit blanc. J'ai un peu de la peine à nuancer. Ok. Donc là tu t'es dit, j'ai vécu le triathlon professionnel, maintenant je tourne la page donc tu l'as dit en introduction, tout début d'introduction, tu es aussi un artiste et tu as touché à pas mal de domaines. Tu l'as dit, tu as une boîte de communication, ouais. Tu fais de la photo à un niveau, on va dire, professionnel, ouais. De la photographie. Et puis, depuis quelques mois, années, tu es également entrepreneur dans le milieu, enfin dans un domaine qui touche un peu au sport. Alors, tu parles de ma marque de chaussettes, j'imagine. Ouais, de textiles sportifs. Ouais. Ouais. Alors, j'ai lancé une marque de chaussettes assez design. Et puis, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de textile design. On a beaucoup de textile technique, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc, c'est un peu la direction dans laquelle je veux aller. Et puis, après, il y aura d'autres choses. Hein. Pour le moment, c'est de la chaussette, et puis on verra après. De la chaussette, et puis dans ces temps, on en parlait aussi en introduction de ce podcast, avec le Covid et tout ça, des masques aussi. Ouais, j'ai un peu lancé quelques masques pendant ce Covid. Ça a relativement bien marché. Après, je peux pas vivre de ça, évidemment, mais j'en ai vendu quelques-uns, ouais. C'est le côté italien du truc, parce que Tony se dit, même des chaussettes, même quand tu fais du sport, il faut avoir le style. Il faut toujours avoir le style, voilà. C'est la base. Toujours avoir le style, évidemment.
Ouais. Du coup, il va nous falloir des masques siglés Nakan, le podcast. Bah ouais, faudrait. Bon, ça sera une discussion en off. Je t'enverrai déjà les chaussettes, et puis comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Ça marche, nickel. Ok, donc du coup, ta reconversion après le triathlon était toute trouvée. Enfin, t'as fermé la porte à ça, et puis tu t'es relancé dans tes activités, voire même dans d'autres. Est-ce que ça te titille toujours un petit peu de sortir nager, de sortir les baskets ou de sortir le vélo ? Moi, je m'entraîne toujours, moins assidûment, mais je pense que je m'entraîne en tout cas 5 fois par semaine. Où je cours et je roule. Je nage plus, par contre, j'ai de la peine avec ces catelles. Avoir défilé ces lignes d'eau. Ouais, je les ai trop vues, c'est bon. Mais un jour, peut-être, je me relancerai sur un Ironman. On verra. Bon, et s'il y avait 2 choses que tu devais retenir de ton passé de triathlète professionnel, que ce soit des bonnes choses ou des moins bonnes choses, qu'est-ce qui te viendrait comme ça spontanément ? Ce qui est certain, c'est que ma philosophie de vie, quand tu as envie de faire un truc, tu peux toujours y arriver. Ça, je l'ai eu quand j'ai fait mon premier Ironman. Je sais pas si ça vous a fait ou si vous l'avez fait, mais moi, quand j'ai franchi la première fois la ligne d'arrivée d'un Ironman, je me suis dit, aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi en fait. C'était tellement dur. Ouais, non mais effectivement, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que quand j'ai passé aussi la ligne d'arrivée du premier Iron, effectivement tu te dis, mais j'ai été capable de faire ça, donc je suis capable de faire n'importe quoi. Ouais. Quand tu as la volonté, il faut quand même avoir quelques aptitudes, évidemment, mais quand tu as la volonté, tu peux faire ce que tu veux finalement. Si tu veux aller décrocher la lune, n'importe quoi, tu peux le faire finalement. Il n'y a pas de limite. Et puis moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est que j'avais un rêve et puis j'en ai encore plein. Et je suis allé au bout. Je me suis dit voilà, moi je veux faire ça et je le ferai. Alors après, j'ai un peu une tête, je suis bélier, donc ça m'aide, à aller de l'avant, mais. Ouais, c'est surtout ça que je retiens. Une bonne citation pour le podcast, je pense. Oui, ouais, effectivement. Et puis je pense un bon message à faire passer aux gens qui parfois manquent un petit peu de confiance en eux. C'est vrai qu'à travers le sport et à travers les sports d'endurance en particulier, parce que je pense que c'est pareil aussi pour des coureurs à pied qui vont la première fois sur marathon. C'est un petit peu le même sentiment quand on passe la ligne d'arrivée. On dit j'ai été capable de faire ça. J'avais des doutes, j'ai sacrifié du temps, j'ai sacrifié des moments de vie peut-être auxquels j'ai pas participé pour aller m'entraîner. Et puis finalement j'ai passé la ligne d'arrivée de ce truc, que ce soit un marathon, un ultra trail, un Ironman, c'est pareil. Je pense qu'on a le même sentiment de fierté et puis de. Et je pense que l'ultra trail, quand tu fais un 160 kg avec je sais pas combien de mètres de dénivelé. Ça doit procurer aussi un certain sentiment de fierté d'avoir accompli ça. Ouais. Donc, Tony, où est-ce qu'on retrouve maintenant, pour revenir dans les choses les plus terre à terre, où est-ce qu'on retrouve ta marque de textile et en l'occurrence de chaussettes de sport avec style ? Alors, tu peux aller sur le site calzanera.ch ou suivre sur les réseaux sociaux @calza-nera. Voilà. Donc pour les auditeurs, ils retrouvent les liens en question dans les notes de l'épisode et puis sur podcast.nakan.ch. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça parce qu'il y a des jolies choses à voir. Déjà 6 points de vente en Suisse romande et puis le but c'est d'en avoir voire une cinquantaine, une centaine dans toute la Suisse. C'est un peu mon objectif que j'ai. Bon, donc après le triple effort, tu te lances dans le mono-effort de l'entrepreneuriat et avec toujours autant d'obstination et d'objectifs. De passion surtout. C'est surtout ça qui m'anime. Voilà. Sans la passion, je pense qu'on est vite limité, on tourne vite le volant à droite. Bon, je pense que ça fera une parfaite conclusion pour cet épisode. Oui. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent et puis merci aussi de m'avoir fait partager ce joli ciel bleu. Moi, ça m'a mis un petit peu de lumière dans mon bureau. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de se retrouver un de ces quatre tous les trois sous d'autres auspices que cette crise sanitaire et puis qu'on pourra peut-être, Greg, essayer d'accrocher Tony sur une sortie tranquille pour lui mais un peu moins tranquille pour nous.
Ouais, eh ben, je peux te garantir une chose, Hermano, c'est que c'est pas gagné. Merci à toi, Greg, pour l'invitation. Et puis merci à toi, Hermano. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Réel plaisir, partagé. Et merci. Plein succès pour tes activités entrepreneuriales. Je ne manquerai pas de faire un retour sur la paire de chaussettes que tu as amenée juste avant d'enregistrer cet épisode. Et puis à en faire un retour aussi à nos auditeurs, encore une fois au travers des notes de cet épisode. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Ciao, à dans 2 semaines où on se retrouvera pour un autre épisode de cette saison en tête-à-tête avec Hermano.